C'est ce que tout le monde qui a joint l'armée pensait qu'il allait faire quand ils ont joint l'armée. Tout ce qui est intéressant et cool que je pensais que j'allais faire quand j'avais 15 ans puis que j'ai tout fait dans ce cours-là. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Nous sommes à Trenton, au Centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'armée canadienne, aussi connu sous le nom CASI, le Centre d'excellence pour plusieurs cours spécialisés. Le cours d'éclaireur-patrouilleur est le test ultime pour un soldat canadien. Ici, pour nous introduire à toute chose éclaireur-patrouilleur, nous avons le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment et aussi un instructeur sur le cours de 2021. Bienvenue au balado. Merci de m'avoir aujourd'hui. Donc, c'est quoi un éclaireur-patrouilleur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un soldat qui effectue des reconnaissances à moyenne et longue portée, qui se spécialise dans l'insertion et l'extraction de forces amies, principalement des forces aéromobiles, des forces aéroportées ou des forces amphibies, et qui offre aux brigades une capacité interne à reconnaître des objectifs et qui permet le mouvement de troupes amies à l'intérieur du battlespace. Donc, dans le fond, ils préparent des positions pour que les forces alliées viennent faire leurs attaques. On prépare des positions pour insérer le gros des forces pour que ces forces-là puissent aller vers leur objectif et remplir leur mission. Je vais essayer de te donner un scénario assez large où je vais essayer de le mettre en image. Imagine-toi, on est une brigade qui est arrêtée, soit dans le champ, où on a des forces qui attendent de pouvoir entrer sur un terrain par la mer. Donc, on fait appel aux patrouilleurs éclaireurs. Un peloton va se préparer, va rencontrer le commandant de la force qui est à être inséré, à faire arriver dans l'espace de bataille. Le peloton de patrouilleurs éclaireurs va ensuite choisir la meilleure façon de s'insérer, que ce soit par hélicoptère, en rappel ou en sautant à l'eau, à la nage, par bateau à moteur, en sautant en parachute, véhicule, en marchant, peu importe. Grosse liste. Une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain, vont aller prendre une position de cache, aller se cacher à l'abri des regards, à l'abri de l'équipement adverse qui pourrait les rechercher, contacter en arrière, faire sûr que leurs patrons sont au courant de où ils sont, puis de leur intention, vont ensuite se déplacer, trouver un endroit qui fonctionne pour insérer la force ou l'équipement pour lesquels ils sont présents. Un champ pour faire atterrir des parachutistes, une carrière pour faire atterrir des hélicoptères, une plage pour des forces amphibies. Vont s'installer, surveiller cet endroit-là pendant quelques heures, une couple de journées, dépendant du temps qui leur est alloué. Marquer l'endroit, la sécuriser, la relayer à la force qui attend d'entrer. Vont aller reconnaître la route vers l'objectif de cette force-là, reconnaître l'objectif, le surveiller, pour que quand le commandant qui va prendre le commandement de cet espace de bataille-là soit au courant de ce qui se déroule, puis qu'il soit prêt à faire l'assaut ou peu importe la tâche qui lui a été donnée. Ensuite, la partie cruciale du travail des patrouilleurs éclaireurs va être de gérer cette insertion de personnel ou d'équipement, les guider jusqu'à leur point de rendez-vous pour qu'ils se réorganisent, les amener jusqu'à leur objectif. Puis de là, généralement, ça va être le moment de s'extraire pour commencer à préparer le prochain bond vers là-bas. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser toutes ces plateformes-là? Comme on a l'insertion aérienne ou amphibie ou peu importe, les éclaireurs, pourquoi il faut qu'ils s'aillent entraîner sur toutes ces choses-là? Parce que ça permet aux commandants d'avoir des options, de ne pas se limiter à une seule forme ou à un seul terrain. Donc, c'est une des particularités puis des choses qui fait que le patrouilleur éclaireur est une capacité importante pour l'armée, c'est son habileté à s'insérer sur tout type de terrain, par l'air, par l'eau, par le sol, dans toutes les conditions météorologiques de jour comme de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un éclaireur? Pour les militaires du rang, ça prend un cours de parachutisme militaire, que ce soit parachute rond ou un parachute carré. Ça prend un cours de reconnaissance de base. Ça prend le cours de leadership pour les caporals-chefs. Puis pour un officier, ça prend juste d'être qualifié dans son métier. C'est quoi la différence entre ces deux parachutes-là, des parachutes carrés et des parachutes ronds? C'est quoi la différence? Un parachute rond, c'est la méthode d'insertion pour des gros groupes de soldats. On parle de
Par exemple, une compagnie aéroportée, on parle de 1200 à 800 pieds. Parachute de masse qui n'est pas dirigeable. Parachute carré, on parle de parachute soit qui va être déployé par Static Line ou un parachute avec quelqu'un qui va faire de la chute libre. Donc, on parle d'altitude plus haute, mais principalement, on parle d'un parachute qui est dirigeable. Donc, on peut atterrir de jour comme de nuit dans des zones d'atterrissage qui sont beaucoup plus restreintes. Donc, c'est qui devient éclaireur? C'est quel métier devient éclaireur? Principalement, c'est des fantassins. Mais il y a eu d'autres métiers qui ont été sur le cours, qui ont eu la qualification, comme des ingénieurs de combat. Puis dans le concept d'un groupement d'éclaireurs patrouilleurs, il y a un besoin pour, oui, des ingénieurs, oui, des fantassins, mais aussi des signaleurs, aussi des membres de l'artillerie qui soit font partie d'un groupement fou, d'un groupement JTAC pour aider à amener des rondes d'artillerie sur l'objectif ou encore diriger les avions. Donc, c'est un cours qui est ouvert pas mal à toute l'armée. Fait que si on a tous ces supporters-là, qu'est-ce que ça a l'air comme groupement tactique? Est-ce qu'ils sont tous ensemble? J'imagine qu'il n'y a pas une grosse compagnie de patrouilleurs-éclaireurs. Donc, comment est-ce qu'ils sont groupés ensemble? En ce moment, non, en effet, il n'y a pas d'organisation formelle qui existe qui regroupe les patrouilleurs-éclaireurs. On va les trouver à l'intérieur, en ce moment, à l'intérieur des pelotons de reconnaissance, des bataillons d'infanterie, pour la majorité. Un groupement, on verrait n'importe quoi qui va d'un détachement jusqu'à un peloton, à l'intérieur duquel, comme j'ai dit, on aurait tout le personnel en support aux éclaireurs-patrouilleurs. Comment est-ce qu'on forme des patrouilleurs-éclaireurs? Qu'est-ce qu'on entraîne pour tous ces rôles-là? Le cours est sur 12 semaines, constitué de grosso modo 7 phases. La première phase, ça va être la phase de test physique, puis de longue marche. Donc, une marche de plus de 20 km, 80 livres, avec l'attireur de combat complet. Une phase de navigation qui va commencer avec la planification de route, des cartes de route, apprendre à faire de la triangulation, puis qui va culminer avec une navigation d'un point inconnu vers un point connu de jour comme de nuit, sur une distance de quelques dizaines de kilomètres. Ensuite, les candidats vont être amenés à faire une standardisation de leur tactique au niveau de section, au niveau de peloton, pour s'assurer que pour le restant du cours, l'entité qui a été créée pour le cours fonctionne sur des bases qui sont communes. Ensuite, ils vont être amenés à faire de la conduite après la capture, donc un cours de survie, évacuation et évasion, résistance et extraction, pour préparer les patrouilleurs éclaireurs à opérer potentiellement derrière les lignes ennemies. Ensuite vient la phase, la Blue Phase, où les candidats vont être amenés sur une des deux côtes canadiennes, apprendre à planifier et à opérer à partir de plateformes de la marine, que ce soit des navires ou des petites embarcations, opérer dans l'eau salée avec les hélicoptères maritimes, puis aussi de voir différents terrains, différentes plages, différents reliefs pour les berges. Et finalement, la dernière partie du cours, qui est l'exercice final, qui va regrouper tout ce qui a été appris durant le cours, qui se tient à chaque année dans des endroits différents, majoritairement sur des terrains d'entraînement, mais aussi à l'extérieur, puis qui va regrouper tous les types de missions qui ont été enseignées aux patrouilleurs éclaireurs, puis qui vont être évalués sur leur habileté à commander une section de patrouilleurs éclaireurs sur une mission, puis aussi à être l'adjoint de cette section-là. Là, vous avez fait mention que l'entraînement, ça arrive sur les bases, mais aussi que vous sortez de la base. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de la formation en dehors de la base? C'est important de le faire parce que ça permet aux candidats de travailler avec des agences gouvernementales comme la garde côtière, les services policiers. Ça permet aussi d'ajouter beaucoup de réalisme en ayant des zones d'entraînement qui sont différentes de ce qu'on retrouve dans les secteurs. Donc, c'est pas seulement des secteurs de champ de tir, mais il y a des champs, il y a des bâtiments, il y a des civils, il y a des véhicules. Donc, ça ajoute du réalisme à l'expérience, mais aussi un niveau de complexité dans la planification et l'exécution de ces missions-là qui permet aux patrouilleurs éclaireurs d'apprendre et puis de développer ses capacités. Ouais, ça sonne quand même assez intense comme entraînement. C'est assez complet. Le cours en entier, tout ce qui est vu, autant travailler avec l'aviation que travailler avec la marine, c'est ce que tout le monde qui a joint l'armée pensait qu'il allait faire quand ils ont joint l'armée. Tout ce qui est intéressant et cool que je pensais que j'allais faire quand j'avais 15 ans puis que j'ai commencé à réfléchir à joindre, je les ai toutes faites dans ce cours-là. Fait que c'est quoi le défi
de tout cet entraînement-là? Comme c'est sûr qu'on fait des affaires cool, vous avez des insertions aéroportées, mais c'est quoi la partie difficile de l'entraînement? Qu'est-ce qui demande d'endurance? Les défis sont physiques et mentaux. Physique, c'est la charge qu'on transporte pour des longues périodes. On parle d'environ 100 livres pour souvent 10 à 12 heures. Mais mental aussi, parce que c'est un entraînement qui est technique, où on va avoir à apprendre différentes techniques pour la nage, différentes techniques pour le rappel, aussi différentes façons de coordonner, que ce soit avec la force aérienne ou que ce soit avec la marine. Surtout ça, on rajoute la fatigue qui va être avec chaque candidat du cours durant les exercices finaux. Donc, ça devient un challenge de performer durant les 3 semaines. C'est comme un peu un marathon. Avec tout ça, là, comment est-ce que le monde gère leurs ressources? Physiquement, je suis sûr qu'ils sont vraiment fatigués avec tout le travail difficile physique qu'ils font. Puis, en plus de tout ça, mentalement, ils font des ordres et des tâches compliquées. Comment est-ce qu'ils font pour survivre dans un environnement qui demande tellement d'endurance, puis en même temps, il faut qu'on soit présent mentalement? Pour la partie physique, on a fait un partenariat avec PSP, leur division des performances humaines, qui ont fait beaucoup de recherches sur le cours. Puis c'est avec eux qu'on a développé un programme d'entraînement. Donc, pour le côté physique, c'est la meilleure façon de se préparer. Pour le côté mental en préparation, chaque candidat qui vient sur le cours est fortement recommandé d'aller participer à un pré-cours qui est donné par les bataillons légers de toutes les divisions pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils vont aborder sur le cours, avoir touché un petit peu à tout ce qu'on va faire, avoir une idée du type de mission qu'ils vont voir puis comment la planifier. Puis une fois que les candidats sont sur le cours, ça va être vraiment de gérer l'énergie, un peu comme si c'était un marathon. Se rappeler que tous les jours, le soleil va se lever, puis qu'il y a une autre journée après, puis que tu une journée plus proche d'avoir fini, mais aussi vraiment se fier à son équipe, se fier à ses pairs, puis pas hésiter à aller chercher ce qui te manque personnellement, peu importe ce qui va te manquer à peu importe quel moment, si c'est du temps ou... Donc, déléguer puis se fier à son équipe beaucoup, c'est ce qui va alléger le fardeau personnel. Fait que vous avez fait mention du PSP ou le programme de soutien du personnel. Puis pour la majorité des militaires, on pense que c'est peut-être un instructeur d'entraînement physique qui fait un programme. Mais pour les patrouilleurs éclaireurs, ça semble comme leur implication semble pas mal plus approfondie. Comment que ça marche, ça? En effet, dans le cas du cours et du programme qui est ici, c'est un effort qui a été fait sur plusieurs années. Pour donner un exemple, en 2017, quand moi j'ai fait le cours, on avait à toutes les semaines, on avait des prises de sang pour vérifier l'état un peu des candidats. On portait des moniteurs d'entraînement physique sur plusieurs de nos tâches pour savoir combien de calories étaient brûlées, l'hydratation, déshydratation, le heartbeat en général. Donc, c'est un travail ça fait maintenant plusieurs années que cette branche particulière-là de PSP à Ottawa suit le programme. Puis c'est avec eux qu'on réussit à développer un programme de préparation, mais aussi un support pour les candidats qui vont être sur le cours. Donc, un suivi avec des médics, un suivi avec physiothérapeute, un changement à l'alimentation, de la supplémentation, des choses comme ça. Fait que ça, c'est pas mal de soutien pour un cours d'entraînement. Je sais qu'il y a des entraînements qu'on fait qui sont pas mal plus approfondis, puis on pousse les gens physiquement, mentalement. Puis souvent, il y a des techniciens médicaux attachés au cours pour faire sûr que tout le monde est correct. Mais il me semble que le cours de patrouilleur-éclaireur, il y a pas mal plus de soutien pour l'exécution du cours. Pourquoi est-ce que c'est de même? Parce que c'est une capacité pour l'armée canadienne qui est importante, parce que c'est souvent appelé le cours le plus difficile de l'armée, parce que le taux de passation... on tient vraiment à l'augmenter, on tient vraiment à avoir plus de patrouilleurs éclaireurs dans nos rangs. Puis juste par ce qui est demandé aux candidats qui sont sur le cours, qui est vraiment un niveau au-dessus de ce qui est demandé sur les autres cours à travers l'armée. Puis aussi parce qu'on tient à limiter au plus les blessures, puis à s'assurer du bien-être physique de nos membres sur le cours. C'est pour cette raison-là que l'école ici prend ce soutien-là puis ce support-là très au sérieux. C'est pourquoi on a fait partenariat avec PSP depuis des années. C'est quoi le taux de passation du cours? On parle d'un taux d'attrition d'environ 60% par année, principalement dû à des échecs académiques. Le reste, souvent dû soit à des blessures ou à des personnes qui se sont rendues compte que c'était peut-être pas
ce qu'ils recherchaient finalement. Ouais, c'est sûr qu'un cours comme patrouilleur-éclaireur, s'il y a une blessure, même mineure, on se fouille une cheville ou quelque chose, ça doit pas être facile de progresser dans le cours avec une blessure comme ça. Même des blessures mineures peuvent dérailler le cours d'un candidat. Puis c'est une fonction de commandement pour les instructeurs sur le cours de s'assurer qu'une blessure mineure, malgré que beaucoup ou tous les candidats qui viennent sur le cours démontrent souvent un vouloir en acier, souvent c'est important de leur rappeler que ce ne soit pas le dernier cours sur lequel ils peuvent être. Ouais, c'est ça. Puis que potentiellement que c'est mieux d'attendre un an puis de revenir l'an prochain guéri que de terminer le cours, mais d'avoir un genou qui fonctionne plus pour le reste de leur vie. Ouais, c'est sûr. Puis avec toute votre expérience dans le domaine, en parlant de toute la complexité de ce qu'on a fait sur le cours, s'il y a une chose que peut-être quelqu'un peut appliquer dans leur vie de tous les jours, peut-être s'ils voudraient s'appliquer à devenir un patrouilleur-éclaireur, qu'est-ce que vous leur direz? Premièrement, c'est de prendre la décision personnelle de vouloir devenir le meilleur soldat que vous pouvez être. Après ça, c'est d'aller à dfit.ca, trouver le programme d'entraînement, de préparation, entraînement physique qui a été fait par les PSP spécialement pour le cours. Vous y mettre, préparation physique. Ensuite, ça va être de parler avec votre chaîne de commandement. Premièrement, avoir leur appui, à être envoyé sur un pré-cours dans les bataillons légers. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qui va être sur le cours, puis de où sont vos faiblesses et vos forces. Puis ensuite, c'est de venir ici sur le cours, puis de prendre chaque journée une à la fois. Après ça, la plus difficile partie, c'est de porter la torche. À partir du moment où vous allez être qualifié, autant vos subordonnés que vos pairs vont vous regarder en exemple, puis vos supérieurs vont s'attendre beaucoup de vous parce que vous allez avoir démontré une endurance physique, une endurance mentale, puis une capacité qui dépasse celle de vos pairs. Donc, pour le reste de votre carrière après ça, on va vous remettre en cadeau plus de travail généralement. Ouais, c'est ça, la grosse victoire. Plus de travail, parce que t'as bien travaillé, mais au moins en espérant que c'est du travail qu'on va aimer. Du travail qui est intéressant, du travail qui est jamais coincé dans des concepts ou une doctrine qui est coulée dans du ciment. Donc, c'est quelque chose qui est énergisant quand on travaille dans un domaine ou une spécialité qui veut continuer d'avancer. Ouais, j'aime bien ça. Vous avez entièrement raison aussi, parce que c'est une bonne mentalité d'avoir que c'est des outils dans notre coffre d'outils, à place d'avoir une marche à suivre ou ce que tu fais ça comme ça. C'est plus que ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour plus réussir dans notre projet. Tu sais, dans votre cas, c'est plus opérationnel, mais c'est une bonne mentalité d'avoir des outils dans le coffre d'outils qui nous servent bien. Oui, exactement. Puis ça va s'appliquer autant pour un soldat qui va rester dans un peloton de reconnaissance que pour un officier qui va, ou même un CO qui va devenir plus senior. Ça va être quelque chose ça va être des outils qui vont être applicables pour le reste de la carrière. Puis c'est une connaissance de soi-même aussi, de ses forces puis de ses faiblesses, qui va permettre à n'importe qui de pouvoir continuer à travailler, à être meilleur, à savoir c'est où sa limite, c'est quoi les signes puis les signaux d'alarme qu'il y a à l'interne de quelqu'un, quand il pense avoir atteint sa limite, comment les repousser, puis personnellement, où sont vos propres faiblesses pour que vous ayez, après ça, quelque chose à travailler pour le restant de votre carrière pour devenir un guerrier plus assidu puis mieux développé. Donc, peut-être pour terminer, est-ce que vous avez une bonne histoire, patrouilleur-éclaireur, qu'on pourrait entendre? Ben, pour donner un exemple un peu de comment le cours est à l'extérieur de ce que quelqu'un qui a fait sa carrière dans l'armée a vu généralement, durant une émission qu'on m'avait donnée, on était sur une frégate de la marine dans une salle. On m'avait donné une salle pour préparer mes ordres. Puis au moment où je suis venu pour commencer à les passer, puis j'ai réuni mon équipe. Puis le bateau s'est mis à faire, je sais pas s'il évitait, il faisait des manœuvres d'évitement de torpilles ou peu importe, mais il s'est mis à tourner probablement le plus dur qu'il pouvait à droite, puis à gauche. Puis on a très vite vu qu'on avait une salle de personnes qui n'avaient pas on appelle des sea legs. Tout le monde avait l'impression de faire un peu de danse en ligne. Fait que c'était assez difficile de jouer, pointer une maquette, puis de jouer avec nos jetons pour faire nos pratiques. C'est quelque chose que j'étais pas prêt et que j'avais pas pensé Ouais, c'est ça. En étant sur un navire. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est tellement habitué à faire des affaires d'armée, puis tout à coup, on se fait pitcher sur un navire, puis là, on est pas habitué à faire des affaires de navire, fait que les choses marchent pas exactement comme qu'on veut. Les conditions étaient pas exactement les mêmes. Je suis habitué de donner des ordres en dessous d'une tente, puis la tente, généralement, elle bouge pas autour de moi.
Ouais, puis il faut s'entendre que la marine, c'est normal pour eux autres, ils sont habitués, puis il y a peut-être des affaires culturelles que nous autres, on n'est pas habitués à faire, mais c'est sûr que si eux autres étaient dans l'armée, ils seraient peut-être pas habitués à notre environnement non plus, là. Oui, puis c'est une des raisons pour laquelle la qualification d'éclaireur patrouilleur est valable et qu'elle est recherchée au sein des unités, c'est que ça produit des chefs et des commandants qui ont l'expérience de travailler avec autant la force aérienne que la marine, donc qui ont eu l'expérience le langage qui est différent, la culture qui est différente, puis qui sont capables de transmettre autant leurs besoins, puis de planifier une mission conjointe. Puis c'est aussi des personnes qui vont avoir travaillé avec tout l'équipement qui est offert à l'intérieur des Forces armées canadiennes, autant des aéronefs, les drones, du navire de guerre jusqu'aux embarcations à moteur. C'est une qualification qui rend les soldats très versatiles. Ben, si j'ai bien compris, la morale de l'histoire, c'est la versatilité, c'est la clé. Ben, merci d'avoir venu au balado, c'est bien apprécié. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça, c'était le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment, ici pour nous parler des patrouilleurs éclaireurs. On s'approche de saison 4, donc si vous avez des bonnes idées, notre adresse courriel est dans les notes du balado. Écrivez-nous, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous donner qu'est-ce que vous voulez. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.